Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Pour moi, c'est très compliqué de synthétiser dans un audio des dizaines de sujets qui m'occupent, qui me préoccupent. Je pense que c'est une forme de maladie. Je pense que ça doit être ça. Je me rends compte que je suis en fait quelqu'un qui suis traversé par des pensées que je ne contrôle à la limite pas. Mais j'essaye avec l'âge de faire des efforts pour me structurer et essayer d'avoir un discours qui va le moins possible dans tous les sens et qui soit le plus structuré possible. Ça me demande un effort parce que j'ai tellement de sujets d'intérêt, j'ai tellement d'idées qui me traversent l'esprit, de choses à dire que ça pourrait presque être une activité à plein temps pour moi de faire des audios les uns après les autres, en passant du sport à l'économie, de l'économie à la psychologie et ainsi de suite. Mais bon, il faut pas non plus, j'essaye de comprendre et d'accepter que le monde ne fonctionne pas comme moi. Et donc, j'essaye de faire des efforts pour espacer mes déclarations, et essayer de prendre sujet par sujet. Et je vous demande de m'excuser à l'avance si parfois je peux donner l'impression que je mélange tout et que vous y retrouvez plus. C'est pas ma faute, c'est un petit peu une nature. Et j'essaye de combattre cela. Ceci étant dit, si je synthétise, voilà, si je simplifie diverses choses qui me traversent l'esprit pour le moment, et que j'essaye d'en faire un message intéressant pour vous, pour votre vie, pour votre avenir, etc., quel que soit votre âge, votre situation, ou votre lieu de vie, je voudrais vous dire la chose suivante. Mon constat, et c'est quelque chose qui est délicat parce que c'est comme on dit, une arme à double tranchant, c'est que ce qu'on appelle les émotions, et les émotions c'est quelque chose de très large, dans lesquelles on peut inclure les passions, les phobies, les peurs, les réflexes, etc. Moi je vais les appeler, pour les regrouper, les émotions, sont quelque chose qu'il est vital pour l'être humain de contrôler et de combattre les excès. Pour une raison simple, c'est que les émotions, et tout ce que ça inclut, peuvent nous amener, sans qu'on s'en rende compte, à devenir des personnes obsessionnelles, aveugles, aux réactions désordonnées et fausses ou mauvaises, à prendre des décisions par rapport à notre vie privée, vie intime, vie économique, par rapport à nos choix d'investissement, que faire comme travail, comme études, comme placement ou que sais-je, peuvent nous amener en fait à prendre des mauvaises décisions. Les émotions, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et malheureusement, on vit une époque où tout est fait, à tous les niveaux, pour nous introduire des stimuli qui vont exciter nos émotions. Regardez, il suffit d'observer le monde qui nous entoure, l'actualité. On voit bien que les choses vont en s'accélérant. On passe d'un truc à l'autre. On est complètement bombardé d'incitations à passer en fait d'une excitation à une autre. Regardez la vie des jeunes, quoi. Ils passent des jeux vidéo au film X, en passant par le Bitcoin, et puis ceci, et puis cela, et vous voyez des vies en fait où pleines de bruit, la musique, le rap, le truc. En fait, on est sans arrêt en fait stimulé et on joue sur nos instincts primaires, évidemment, c'est-à-dire nos instincts sexuels, nos désirs de richesse, nos envies de ne pas faire d'efforts et donc de passer d'un truc à l'autre, d'où les divorces rapides, etc., etc. On vit dans un monde, que vous soyez musulman ou non, qui nous incite à ça.
Alors, moi, ma position, elle est un peu délicate parce que le problème, c'est que, à nouveau, je suis pas dans l'aveuglement, ni dans le, comment je vais dire, dans la pétrification. Je cherche un mot plus simple. Dans la stagnation. Je ne prône pas la stagnation. Bien sûr, j'ai 44 ans, ça joue, hein. Je suis pas aussi virevoltant qu'à 20, 25, c'est normal. Mais, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que, je dirais, la seule façon de créer des paratonnerres pour se préserver de tout ça, c'est, quelque part dans sa vie, de s'intéresser à beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses, de ne surtout pas s'arrêter, d'être figé, de stagner, de vivre dans le passé, dans des époques révolues. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, quand ils ont peur, quand le monde leur fait peur, et il y a des raisons d'avoir peur, ils s'enferment dans le passé. C'est une sorte d'armure protectrice. On vit dans ses souvenirs, on vit dans la vieille France, on vit dans une époque. Vous savez, le passé, c'est quelque chose, les souvenirs, les regrets, les albums photos, c'est quelque chose sans qu'on s'en rende compte, qui peut être très contre-productif. Parce qu'en fait, ça nous ramène notre esprit, nos pensées, nos idées, dans une époque qui n'existe plus. Je veux dire, si vous voyez un album photo avec votre fils quand il avait 4 ans, 5 ans, ah, il était beau, ah, il était gentil, et qu'aujourd'hui il a 20, 25, et bon, c'est un homme, quoi. Il a changé, il a une personnalité, il a des opinions, il a des disputes, etc. Vous allez vivre comme ça dans un espèce de sentiment pas dépressif, mais un sentiment de regret, de nostalgie. Et ça va en fait vous créer ce qu'on appelle du vague à l'âme, alors que ça n'a pas lieu d'être, parce que dans la vie, tout suit un processus d'évolution, tout change, tout est en mutation, sans cesse. On ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. À l'instant où je vous parle, depuis les quelques minutes que je vous parle, j'ai des centaines de cellules qui sont mortes, j'ai des cheveux gris qui poussent, tout est en changement. Il y a pas de situation figée. Mais le problème, c'est que il faut comprendre ce changement, il faut accepter les changements, il faut s'en faire un ami, une connaissance. Mais il faut structurer. Alors, c'est des choses que je me dis à moi-même, donc je me dis ça peut vous concerner aussi. C'est pour ça que j'en parle. Structurer comment? C'est ce que j'essaye péniblement de faire, parce que c'est pas ma nature. Il faut essayer de créer, en fait, un timing, une sorte d'agenda dans sa vie. Parce que si vous faites comme moi, enfin, de moins en moins, mais quand même comme moi, vous vous retrouvez en fait à sauter d'un truc à l'autre, à être complètement débordé, à croire qu'on n'a jamais le temps pour rien, et à négliger des choses très importantes. C'est quoi ces choses très importantes? Et c'est là où on rentre dans le cœur de ce que je veux dire aujourd'hui. Les choses importantes, ce sont les choses qui vont vous être profitables. Je répète. Les choses qui sont importantes, ce sont les choses qui vous sont profitables. Profitable, ça signifie quoi? C'est-à-dire les choses qui vont vous apporter de la stabilité. Les choses qui vont vous apporter de la puissance, dans le bon sens du terme, évidemment. Les choses qui vont vous apporter de la quiétude, une certaine forme de bonheur. Les choses qui vont vous apporter de la compagnie, de l'amour, entre guillemets. Vous savez ce que je pense de l'amour, mais c'est un autre sujet. Et pour ça, il faut abandonner, délaisser, mettre de côté toute une série de choses qui ne vous sont pas profitables. Il y a quoi dans le truc pas profitable? La liste n'est pas exhaustive parce qu'elle est beaucoup plus longue que ce que je vais dire là, mais évidemment, je n'y pense pas ou j'ai pas le temps. Mais j'ai quelques exemples. Qu'est-ce qui ne nous est pas profitable?
les disputes et les débats interminables. S'intéresser trop, ou d'une façon malsaine et obsessionnelle, à la vie des autres. S'intéresser à, finalement, ce qui ne nous regarde pas. Ce qui ne va pas, en fait, changer nos vies. Moi, que DSK ait été victime d'un complot du FMI avec cette nettoyeuse, comment on appelle, bonne, enfin, je ne sais plus le mot, dans cet hôtel à l'époque, c'est pour ça qu'il a été mis de côté. Ça va changer quoi à ma vie? De lire, d'acheter un bouquin, les dessous de DSK, la biographie de DSK, témoignage de son ex-femme Anne-Marie Sinclair. Il y a des gens, ils consacrent un temps fou, en fait, à des choses qui ne leur sont pas profitables. Les ragots dans vos familles, deux sœurs qui se disputent. Oui, mais truc, elle m'avait dit que, elle m'avait promis qu'après qu'elle a passé son bac, elle allait ceci. Oui, mais non, parce que, vous voyez, on passe un temps fou dans tout ça. Un temps fou à s'intéresser à la vie des autres, à commenter. Et tout ça pourquoi? Mais on s'en rend pas compte. Pour oublier que nos vies ne vont nulle part. Qu'on n'est toujours pas marié, qu'on n'a toujours pas fait d'argent, qu'on n'a toujours pas mis en place des choses qui vont nous être profitables. Vous savez, profitable, dans le mot profitable, il y a le mot profit. Alors ça peut sembler vulgaire ou très matérialiste, mais c'est pas le cas. Profitable veut dire des choses. Par exemple, moi j'estime que la vérité, la recherche de la vérité, c'est quelque chose de profitable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus dommageable, en tout cas à long terme, que de vivre dans les illusions et les mensonges. Beaucoup de gens, pour se rassurer, pour éviter de penser, pour éviter de se remettre en question, abandonnent la recherche de la vérité. En vous disant, j'ai pas envie de me casser la tête, ça me fait peur, oui mais les autres ne pensent pas comme moi, je vais être isolé, je vais être montré du doigt. Vous devez bien vous dire une chose, que vous soyez croyant ou non, puisque toutes sortes de gens m'écoutent, j'en ai conscience. Vous devez bien vous rendre compte d'une chose. C'est très important ce que je vais vous dire, et je vous renvoie à mon audio qui s'intitulait, je crois, « Pourquoi je ne suis pas un humaniste ». Vous devez bien vous rendre compte d'une chose, c'est que les êtres humains, quels qu'ils soient, même dans vos familles, dans vos proches, sont par définition des êtres opportunistes, peureux, égocentriques et qui n'ont pas spécialement, comment je vais vous dire ça sans choquer, qui n'ont pas spécialement envie de vous savoir heureux et dans un processus d'évolution. Vous savez, c'est un peu un concept compliqué, mais bon, je vais essayer de résumer. Il y a cette fameuse histoire en psychologie du triangle infernal. Donc, le persécuteur, la victime et le sauveur. Et les relations humaines sont beaucoup basées là-dessus. Évidemment, personne s'en rend compte parce que c'est tellement rentré dans des habitudes qu'on ne s'en rend pas compte. Je prends un exemple très, très concret pour être compréhensible de tous. Admettons, vous êtes une jeune fille très désorganisée, vous savez pas faire la cuisine, vous savez pas nettoyer, etc., etc. Et votre maman, à l'inverse, elle sait faire tout ça très bien. Depuis des années, votre mère vient chez vous, elle range, elle nettoie, elle fait la cuisine, elle vous met des boîtes dans le frigo, comme ça vous n'avez plus à cuisiner, vous n'avez plus qu'à réchauffer, etc., etc. Et vous, ou les gens à l'extérieur vont dire, ah ben cette maman, elle est gentille, elle aide sa fille. C'est bien, elle a beaucoup d'amour pour sa fille. Mais en vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que la maman, pour donner un sens à sa vie, elle s'installe dans le rôle du sauveur. Je vais sauver ma fille qui est désorganisée, qui sait mal faire, etc., afin de l'alléger, parce qu'elle travaille beaucoup, elle étudie, etc. Moi, j'étais analphabète, j'ai pas eu la chance de faire des études comme elle, donc je vais la sauver.
Je vais l'alléger de toutes ses tâches. Et l'autre se complaît dans son rôle de victime. Je ne sais rien faire, j'ai pas le temps, de toute façon ma mère fait mieux que moi, etc., etc. Et les rapports sont basés là-dessus. Et on pense que c'est de l'amour, évidemment. Ah ouais, bon. Et qu'est-ce qui va se passer si demain, cette jeune fille se prend en main ou épouse un homme qui l'éduque, entre guillemets, de ce côté-là en tout cas, et qu'elle commence à savoir ranger, à savoir cuisiner, et à savoir gérer son foyer, ses finances, etc., etc., tout d'un coup, sa maman va se sentir très inutile. Elle va dire, ouais, mais attends, moi je sais faire que ça. Nettoyer, ranger, faire à manger. Si ma fille sait le faire aussi, et en plus, elle étudie, et en plus, elle fait de l'argent, et en plus, elle est mariée, et en plus, elle assume son enfant, je vais développer des complexes. Et je vais me sentir inutile. Donc, quelque part, et inconsciemment, cette maman souhaite que sa fille reste dans cette espèce de rôle de femme-enfant inapte à la gestion de sa vie. Les relations humaines, mes chers amis, sont extrêmement complexes, pour pas dire vicieuses, et c'est très délicat de se réformer et de devenir quelqu'un de complet, parce que votre entourage, dans son écrasante majorité, sauf rares exceptions, ne va pas spécialement voir ça d'un bon œil. Voilà pourquoi, je répète ce que j'ai dit plus tôt, il est très important à un moment donné dans sa vie de comprendre, je dois faire des choix. Et vous savez, des choix, on en a beaucoup à faire. Avec qui je vais me marier? Dans quel endroit je vais vivre? Combien d'enfants je vais avoir? Comment je vais les éduquer? Qu'est-ce que je mange? Où est-ce que je fais mes courses? Etc., etc. La liste, je vous la laisse là terminer. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que soit vous prenez des décisions pour faire plaisir aux gens. Ma mère veut un mari de la même ville que moi parce que elle connaît la maman d'un tel, c'est sa meilleure amie, etc., etc. Donc la maman voit son intérêt à elle, elle ne voit pas votre intérêt à vous, qui avez vécu toute votre vie très loin de ce village, de cette ville, qui avait adopté toute une autre façon de penser, de fonctionner, et qui va être très malheureuse, sans doute, dans ce mariage contre nature pour faire plaisir. De nouveau, ne me parlez pas des exceptions. Je parle des grandes lignes et des grands thèmes généraux. Après, il y a des exceptions, mais on va pas s'arrêter là-dessus. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous ne devez pas, vous ne pouvez pas, si vous êtes quelqu'un en éveil, si vous êtes un mouton ou un robot, je crois que vous avez déjà cliqué sur stop ou pause et vous n'écoutez déjà plus ce que je raconte. Donc, je pense que je m'adresse quand même à des gens qui sont en recherche et en éveil. Vous ne pouvez pas faire l'économie dans vos vies de vous mettre ce que moi j'appelle en pilotage automatique. C'est-à-dire, je deviens caissière à Leader Price, j'ai mon petit compte à BNP Paribas, j'épouse un type qui fait plaisir à ma mère, j'ai 3-4 gosses, je les mets à la crèche, on met 300 € par mois de côté, on part une fois par an au bled, on ramène des cadeaux, et à 70 ans, on ira faire le Hajj à 10 000 boules en couple. Bon. Je dis pas que c'est mal, je me moque pas, je dis simplement, ça dépend ce que vous recherchez dans la vie. Est-ce que vous recherchez à être un humain en mouvement, c'est-à-dire un humain qui est en cours d'évolution, ou vous voulez être dès l'âge ça commence très jeune, dès l'âge de 15-16 ans, moi j'en connais, des gens qui sont en fait déjà des vieux, voire des morts vivants. C'est un choix. Moi évidemment, je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un leader de secte. Je ne vous dis pas devenez comme moi ou vous devez absolument faire ceci. Je dis si vous voulez être un être humain accompli, un être humain avec toute sa noblesse,
et pas une espèce d'animal qui a l'air d'être un être humain, vous avez certains choix, parfois douloureux, à faire. Et parmi ces choix, il y a qu'est-ce qui m'est profitable et qui ne sera peut-être pas spécialement accepté par mon entourage. Vous savez, moi j'admire beaucoup, parce que bon, parfois c'est pas fait avec des bonnes raisons, j'en conviens, mais j'admire beaucoup en fait les gens qui sont capables, par amour, par conviction, par courage, etc., de faire des choses à contre-courant, un peu comme les saumons qui remontent la rivière pour aller se reproduire. Ça demande une grande force de caractère, et moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont une force de caractère. Le monde est tellement peuplé de gens stéréotypés, semblables, qui pensent tous la même chose, et qui répètent tous la même chose en chœur, etc. C'est très attristant pour quelqu'un comme moi. C'est très frustrant. Et quand je vois quelqu'un, musulman ou non, qui a ce courage en fait de dire, parfois à tort, hein, j'ai pas dit que c'est toujours bien, mais j'ai dit qu'il y a le courage de dire, moi voilà, je m'arrête là, je joue plus. Ça m'intéresse pas de reproduire la vie de mes frères, de mes sœurs, de ma mère. Je veux faire ça de ma vie. Évidemment, on espère que ce sont des choix positifs qui vont dans le bien, pas des choix destructeurs. Évidemment, je n'incite pas, vous savez bien ce que je pense de la liberté, je n'incite pas à une liberté anarchique et à l'individualisme forcené, etc. Bien sûr, c'est important, la famille, le groupe, etc. Mais je pense, la chose suivante, je prends mon cas, voilà, comme ça je ne veux pas parler des autres. Moi, j'ai 5 enfants, bientôt 6, Inch'Allah. Ils sont tous différents. Ils ont des âges différents. Deux d'entre eux ont une mère, les 3 autres une autre, etc. Et ils sont tous différents. Qui est silencieux, qui est bavard, qui est dominant, qui est effacé, qui est rigolote, qui est plutôt sérieux. Et moi, quand je vois ça, je me dis la chose suivante. Et je dis pas que je suis un grand éducateur, je pense pas, plutôt l'inverse, mais je fais des efforts. Comme on dit, je suis malade, mais je me soigne. Mais je me dis la chose suivante. Je me dis, moi, quand ces enfants me posent des questions, ou se posent des questions, je réponds ce que je pense. Voilà. En tant que musulman, voilà, je pense ci, je pense ça. Mais, moi, en fait, je veux pas, ça m'intéresse pas, en fait, d'avoir des enfants robots qui me suivent et m'écoutent et me respectent parce que je suis le papa. Moi, en fait, ce que je veux, c'est qu'ils deviennent ce qu'ils doivent devenir. Parce que de toute façon, c'est Allah qui a les cœurs entre ses mains. Et donc, qui doit devenir mécréant sera mécréant. Qui doit devenir hypocrite sera hypocrite. Qui doit devenir croyant sera croyant, etc., etc. Je ne conditionne pas mon statut de père au fait que mes enfants soient mon copier-coller. J'ai conscience que chaque âme sera jugée individuellement, que chacun est responsable de ses actes, que chacun a sa façon de percevoir le monde, chacun a son degré d'acceptation de souffrance, d'isolement, etc. Et je ne m'octroie pas le droit de dire telle femme, tel garçon, telle fille doit absolument être comme moi. Vous savez, c'est un peu comme ces chefs d'entreprise en Amérique qui s'appellent, par exemple, je sais pas, John quelque chose. Ils appellent leur fils John Junior. Donc en fait, le gars, à l'avance, en fait, on lui dit, tu es ton père en petit, et tu dois prendre la succession de ton père. Ah, il va reprendre, mon fils a fait des études de médecine, il va reprendre mon cabinet médical. Oui, si ce fils le veut, si c'est son truc, si vraiment, voilà, il a la vocation.
Mais de quel droit un être humain veut diriger comment dirais-je, contre sa volonté des gens? J'ai pas dit qu'il faut se taire. Je dis, il faut parler, il faut expliquer, il faut défendre ses positions. Mais on ne peut pas, comme ça, vouloir obstruer l'évolution personnelle d'une personne. On doit plutôt l'accompagner, on doit plutôt l'encadrer, surtout quand il est jeune. Mais après, il faut le respecter. Et respecter ne veut pas dire adhérer à ses choix. Ça veut dire, bon, t'as choisi ce chemin, tu es arrivé à telle ou telle conclusion. Vous le voyez à la télé, il passe pas un jour sans qu'on voit une maghrébine ou un maghrébin qui a écrit un livre, comment je suis sorti de l'islam, j'ai enlevé mon hijab, hipipi pourra, etc. C'est un choix. C'est-à-dire, voilà, ils ont estimé à un moment donné que c'était une religion rétrograde, fausse, moyenâgeuse, dangereuse, etc. Et en tant qu'être humain, d'origine arabo-musulmane, peut-être avec des parents qui portent le voile, j'ai vu récemment que un célèbre écrivain palestinien athée qui défend l'athéisme a été vilipendé par ses lecteurs parce qu'il a posé dans une photo avec sa mère voilée. Et il a dit, ma mère c'est ma mère, moi c'est moi. Ma mère porte le voile parce qu'elle estime, dans son éducation socio-culturelle, que c'est quelque chose d'indispensable pour être respecté dans le milieu où elle vit. Et il a été traîné dans la boue avec ça par les racistes, les islamophobes qui le lisent parce que ils n'acceptent pas l'idée qu'il pose avec sa mère voilée. Moi personnellement, je respecte ça. C'est-à-dire, moi je m'imagine. Bon, c'est pas le cas. Hein, j'espère évidemment que ça ne m'arrivera pas. Mais je m'imagine si je devais avoir un enfant homosexuel ou un enfant qui se convertit au judaïsme ou je sais pas quoi, enfin un truc dans le genre. Voilà, un enfant, ça reste un enfant. C'est pas comme une femme ou un mari. Là, on le choisit. Vous comprenez? On choisit pas sa mère, on choisit pas son père, on choisit pas ses enfants. On choisit son mari ou sa femme, ça c'est vrai. Et donc, comme ce sont des choses qui nous sont imposées, les gens dont on provient ou les gens qui proviennent de nous, par la force des choses, on doit composer. Et on doit composer de la meilleure des façons. Hurler, s'arracher les cheveux, se cogner contre les murs, insulter, jeter les vêtements par la fenêtre, ça va mener à quoi? À rien. Rien de positif. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur le fait d'être profitable. Profitable, ça veut dire qu'on accepte que le monde ne fonctionne pas comme on voudrait qu'il fonctionne. Le monde ne pense pas, la majorité du monde ne pense pas peut-être de la façon dont on pense. On doit l'accepter, mais ce qui compte, c'est vous. Vous devez... Oui, parce que, voilà, je m'excuse, je voulais dire ceci aussi. C'est un peu confus, mais c'est important avant que j'oublie. Si vous remarquez bien, si vous vous abonnez sur Twitter ou Facebook à des personnalités importantes, etc., il y a quelque chose, moi, que j'ai noté et qui me fait peur. C'est que j'ai remarqué qu'en fait, chaque personne devient une espèce de responsable d'une corporation. Qui défend les Juifs et Israël? Qui défend les musulmans contre l'islamophobie, etc. Qui défend le droit d'être gay et compagnie? Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui, moi, me perturbe avec cette histoire et dont je voudrais me prémunir, moi, en tant qu'occidental musulman, c'est que je dis, c'est très dangereux de devenir comme ça. Un être humain intelligent doit se refuser le droit d'être monolithique et monocentré. Il faut toujours essayer d'avoir une vision large des choses pour prendre tous les éléments en considération avant d'émettre un jugement. Un exemple récent. Au début que j'ai entendu parler du Bitcoin, comme beaucoup de gens, j'ai un peu ricané, j'ai dit non, moi je ne crois qu'à l'or et l'argent, tout ça est dépendant de l'électricité, c'est une vaste chaîne de Ponzi, bon, voilà. Et puis je me suis dit, j'ai lu, je suis quelqu'un qui lit, qui m'informe, et je me suis dit, ah là pour le coup, t'as été très con. Très con, pas parce que j'ai dit que c'est l'inverse,
Je dis pas que c'est merveilleux, qu'il faut en acheter, que c'est halal, je n'en sais rien. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement, j'ai été con parce que j'ai réagi avec un réflexe émotionnel de quelqu'un de binaire. C'est-à-dire, c'est l'or ou l'argent ou rien. Et tout le reste, c'est mauvais, c'est faux, etc. Et je me suis dit, voilà, un exemple d'auto-éducation. J'ai dit, voilà, bon, a priori, tu trouves que c'est pas très sérieux. Tu comprends pas. Tu écoutes, tu comprends pas ce qu'ils disent. Blockchain, machin, wallet de monnaie, je comprenais rien. Puis je me suis informé. Et plus je me suis informé, plus je me suis dit, je sais pas ce que ça va donner tout ça. Très clairement, il y a des gros enjeux. On ne sait pas si demain il y a une tempête magnétique et tout ce qui est électronique est foutu, etc. Et on revient à l'âge de pierre où on se bat avec des bâtons, etc. J'ai dit, dans l'état actuel des choses, ça me semble être quand même quelque chose, un sujet extrêmement important et intéressant. Donc il ne faut pas hésiter dans la vie de combattre ses premiers réflexes et d'essayer comment dirais-je, de se remettre en question. Parce que sinon on se ferme des portes, vous voyez. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui d'accord, les Juifs, Israël, etc. Mais tu sais, quand on voit comment vivent les leaders du Fatah et du Hamas, c'est des mafias, ils s'en mettent plein les poches, ils ont des grosses villas dans les montagnes, et le peuple, finalement, il est exploité, on fait semblant qu'on veut le libérer, enfin, tout un discours comme ça. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui veut salir les Palestiniens et qui veut un peu embellir Israël, etc. Après, au-delà de ça, on peut très bien dire que cette occupation est illégale et qu'il y a des abus, il y a la prison, il y a tout ce que vous voyez à la télé ou dans les médias. Mais on ne doit pas se faire l'économie de dire, oui, mais en face, c'est quoi qu'on a en face? C'est qui ces gens du Hamas? C'est qui ces gens du Fatah? Comment ils vivent? Qu'est-ce qu'ils prônent? Qu'est-ce qu'ils prêchent? C'est quoi la réalité des faits, en fait? Comment ils éduquent leurs enfants? Dans quelle perspective? Etc., etc. Et là, on se rend compte qu'effectivement, c'est devenu une espèce de business d'être dans l'anti-arabisme ou l'anti-juif, je sais pas quoi, et que les gens, en fait, sont des espèces de robots préprogrammés et à ne plus penser, et être en adoration devant le drapeau palestinien, en faisant le signe de la victoire, etc. Vous voyez, bon, ces pauvres gens, ils n'ont pas trop le choix, parce que s'ils parlent pas comme ça, ils sont vus comme des traîtres, ou des gens qui pensent trop, etc. Mais nous, qui avons la chance d'être dans un environnement où on a encore le droit de penser et de réfléchir, on se doit, en tant que personne intellectuelle, de ne jamais tout noircir ou tout embellir par esprit de partisan. Parce que sinon, on fait des erreurs graves. Je dis graves parce que c'est des erreurs qui peuvent amener de la violence, de la mort, des décisions qu'on regrette, des choix et rejoindre des groupements qui finalement ne correspondent pas du tout à nos idéaux. Donc on doit toujours être, en tant qu'humain intelligent, musulman responsable, avoir un esprit critique très en éveil et ne jamais dire parce que quelqu'un a un nom arabe, parce que quelqu'un a une barbe, parce que quelqu'un a un voile ou a l'air d'eux, etc. J'adhère, je suis solidaire, je paye, vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours avoir un pied en arrière et dire oui, d'accord, les Juifs ils ont fait ça, les autres ils font quoi avec ça? Comment ils réagissent? Comment ils s'organisent? Qu'est-ce qu'ils proposent? Admettons demain, tous les Israéliens, tous les Juifs partent de la région, partent en Russie, en Amérique. Qu'est-ce qui va se passer là en fait? Il va se passer quoi? Comme un frère m'a dit, admettons Bachar est destitué, il part en Russie, etc. Et tous les chiites et tout partent, les Kurdes et compagnie. Il va se passer quoi là? Ben, on est forcé d'admettre quelque chose qui fait mal au cœur. Il va se passer que les gens vont s'entretuer. Entre musulmans sunnites. Ils vont s'entretuer parce que qui est trop démocrate, qui est trop ceci, qui est kharijite, qui est rola takfir, qui est à moitié-moitié, qui se désavoue, etc. Et c'est la grande boucherie.
Donc ça suffit pas de dire, il y a un méchant, il faut le combattre, Israël, machin. Oui, mais derrière nous, où en sommes-nous? Qui sommes-nous? Que proposons-nous? Est-ce qu'on s'aime entre nous? Est-ce qu'on a un projet intéressant à proposer à la jeunesse musulmane? Parce que, sinon, après quoi? C'est bien beau de chasser l'ennemi. Mais si vous proposez une société décadente et invivable, vous allez vous retrouver comme en Iran, avec des millions de jeunes qui ne rêvent que d'Amérique, de modernité, de clips, de rap, etc. Et quelques vieux nostalgiques de la révolution islamique de Khomeini qui vont être là, non, on est les gardiens de la révolution, etc., qui vont s'accrocher à leurs vieilles histoires. Donc c'est très important, qui qu'on soit, d'être toujours dans un esprit d'éveil, c'est-à-dire, je ne fais confiance à personne, je n'ai aucun ami, mais c'est délicat de dire ça parce qu'on peut mal me comprendre. Quand je dis faire confiance à personne et n'avoir aucun ami, ça veut dire oui, on a tous des amis. Moi j'ai des amis, vous avez des amis. Mais il faut jamais perdre à l'esprit que cet ami que vous avez devant vous, c'est un ami humain, c'est pas un ami robot. Humain veut dire qu'il est traversé d'émotions, bonnes ou mauvaises, qu'il peut tout d'un coup, pour x, y raison, vous tourner le dos. Ça va jusqu'au mari ou à la femme. Il peut tout d'un coup vous décevoir, faire quelque chose que vous ne serez jamais attendu venant de lui. Et alors quoi? Vous allez être ravagé, détruit, j'aurais jamais cru ça de lui. C'est-à-dire que nos amitiés, même nos liens familiaux, doivent toujours être quelque chose qu'on entretient, qu'on ne repousse pas, mais que on ne prend pas pour acquis et comme définitif. La seule chose, en tout cas en tant que croyant, je conçois que les non-croyants ne comprendront pas, mais la seule chose sur laquelle on peut compter, c'est l'appui du Créateur des cieux et de l'univers, si on est proche de lui. Et pour être proche de lui, eh bien, il faut lire son livre, donner de l'importance à ce livre, essayer de l'appliquer le mieux possible, etc. Et sur soi-même. Et quand je dis soi-même, ce n'est pas pour dire moi, mon grand moi, non. Soi-même dans le sens de dire, bon, voilà, moi, j'ai des outils qui m'ont été donnés, pour ceux qui croient, par le Créateur. J'ai des mains, j'ai des pieds, j'ai un sexe, j'ai un cerveau, j'ai une bouche, j'ai des narines, j'ai des yeux. D'accord, j'ai tout ça. Qu'est-ce que j'en fais? Mes mains vont servir à quoi? Rappelez-vous, nous les musulmans, on dit que tout va témoigner contre nous. Donc, mes mains vont servir à quoi? À me battre, à donner des gifles, à me tripoter, on se comprend, à je ne sais pas, à rien, ça peut être rien aussi. Et mes yeux, à quoi ils vont me servir? À lire, à voir des cochonneries, à regarder bêtement en l'air en disant ouais, comme une vache dans son pré. À quoi vont me servir mes yeux? À quoi vont me servir mes neurones, mon cerveau, mes synapses, mon intelligence? À quoi va me servir ma voix? Le Créateur nous a donné une voix. Vous m'écoutez là en ce moment avec vos oreilles que votre Créateur vous a données et vous entendez ma voix enregistrée dans un dictaphone qui arrive chez vous par YouTube. À quoi sert ma voix? À quoi ça sert? Pourquoi le Créateur a fait que mon larynx produit un son qui fait que je peux me faire comprendre des autres? Même à distance. Si j'étais muet, j'aurais beau des choses très intelligentes à dire, je ne pourrais pas, même en connaissant le langage des signes, communiquer avec toi qui m'écoutes au Canada, en Algérie, en Australie. Je ne pourrais pas. Donc ça veut dire qu'il y a une valeur ajoutée à ça. Il y a une raison à ça. Et donc il faut se demander, pour chacun de nos attributs,
J'ai ça pourquoi en fait? Pourquoi j'ai un sexe avec 2 testicules? Pourquoi j'ai 2 pieds? Pourquoi j'ai 10 doigts, etc. C'est pour quoi faire? C'est pour décorer? C'est pour faire joli? C'est pour porter des hauts talons qui vont casser mon dos? C'est pour coucher à gauche, à droite, attraper des maladies et avoir des enfants illégitimes? C'est pour quoi faire tout ça? Et c'est là où vous allez vous rendre compte que votre vie, elle a un sens. Votre vie, elle a un poids. Votre vie, elle a elle a une valeur. Vous avez tous et toutes, que vous soyez noir, blanc, arabe, gros, maigre, vieux, jeune, etc., vous avez tous quelque chose à apporter au monde. On ne sait pas tous tout faire. On ne peut pas être compétent en tout. Mais on a tous des talents. Moi ici, qui suis là avec mes blablas et mes audios, etc., j'étais un jour très embêté parce que j'avais plus d'eau chaude, parce que la chaudière ne fonctionnait plus pour chauffer l'eau chaude dans la salle de bain. Eh bien, c'est un jeune maghrébin qui savait presque pas parler, qui avait un niveau d'éducation très bas, qui est venu et qui a résolu le problème. Donc, il faut pas juger les gens. Ah oui, mon fils, il est avocat, et l'autre, ah ouais, mon fils, il est plombier, ouais, bon, ben, il a raté les études. Non. Chacun d'entre vous a quelque chose à apporter au monde. Et chacun d'entre vous doit le faire de son mieux et doit le faire pour être profitable à lui-même et au monde. Quand on sait réparer une chaudière, on est profitable au monde, on apporte quelque chose, on a une raison de vivre. Il n'y a rien de plus terrible que de vivre sans raison, juste pour manger, dormir, coucher et se divertir. Il faut donner un sens à sa vie. Et le premier sens qu'il y a, c'est quel choix je vais faire qui me sont profitables. Moi, j'aime pas les études. Moi, j'aime pas m'asseoir pendant 4-5 ans à écouter le droit français pour devenir avocat. C'est pas mon truc, ça me fait mal de tête, je peux pas. Moi, je peux pas devenir programmeur Java, j'y comprends rien, c'est pas du tout ma façon d'être. Moi, mon truc, c'est j'aime la compagnie des animaux, j'aime bien être loin des hommes, j'aime bien être à l'air frais, etc. Je vais devenir éleveur de moutons. Et c'est très respectable, même si tout le monde se moque de vous, même si vos parents vous crachent dessus, on t'a pas fait venir en France, à te payer des belles études pour que tu fasses ça, si on aurait su, on t'aurait laissé au bled, machin. Non! Faites ce qui vous est profitable. C'est très important, votre vie, elle vous appartient, vous serez jugé seul. N'acceptez pas une vie ou de frustration ou qui ne vous correspond pas pour faire plaisir aux gens. Ni dans votre métier, ni dans votre mariage, ni dans la gestion de votre argent, les gens n'y connaissent rien. Croyez-moi, 99% des gens n'y connaissent rien en rien. Tout ce qu'ils connaissent, c'est eux-mêmes et leurs passions et leurs avis personnels. Moi, je pense qu'une maghrébine qui épouse un noir, c'est une vicieuse. Voilà. Ils savent pas qu'il y a des noirs profondément soufis, très spirituels, très apaisants, qui arrivent à... Non, pour eux, c'est ça, c'est le cliché. Il faut combattre les clichés. Il faut être ce que vous pensez que vous devez être. Et évidemment, j'espère pour vous que ce que vous voulez être, c'est quelque chose de bien et de vrai. Je ne suis pas occupé à dire que vous devez être quelque chose de mauvais ou de faux. Mais si c'est votre destin, et si vous y tenez, c'est pas moi qui peux vous en empêcher. Moi, je suis là, avec ces audios, pour essayer de penser à haute voix avec vous. Parce que je suis le premier concerné. Les gens ne comprennent pas ça quand ils m'écrivent. Les gens se trompent. Je reçois des mails et on me prend pour un gourou ou un gars, en fait, qui contrôle tout. Pas du tout. Moi-même, je suis plein de contradictions. Je fais plein de péchés. Je me pose plein de questions. J'ai fait plein d'erreurs dans ma vie. J'expérimente. Je regrette. Je suis comme vous. J'ai simplement eu la faculté donnée par Allah, et je le remercie, et je sais que c'est une responsabilité de réussir à expliquer par des mots des émotions et des pensées, à traduire en paroles. Souvent, ça revient dans les messages qu'on m'envoie. Ah, mon frère, tu as dit
ce que je pense depuis toujours, mais que je n'arrivais pas à exprimer. C'est mon unique rôle, c'est tout, ça s'arrête là. Je suis pas un savant de l'islam, je suis pas un homme sans défaut, je suis pas un homme qui ne fait pas d'erreur. J'en ai fait plein, allez questionner mes ex-femmes, elles vous diront toutes mes faiblesses et toutes mes lacunes. Mais j'essaye, avec ce dans quoi je suis bon, d'essayer d'être profitable pour moi-même et pour les autres. Et c'est ça à quoi je vous incite. Modestement, hein, je sais bien que c'est une goutte d'eau dans la mer, mais voilà, chacun fait ce qu'il a à faire, et puis les résultats, ça ne m'incombe pas. Je vais m'arrêter ici, je me rends compte que je parle depuis 45 minutes, c'est terrible. À chaque fois je me dis 20 minutes et j'arrive pas. Je vous remercie de m'avoir écouté, je reviendrai vers vous à une autre occasion. Je sais que c'est un peu dense comme audio, je vous invite, si c'est lourd, d'écouter par tranche d'1 quart d'heure, en 3 fois par exemple. Comme ça passe mieux. Et je m'excuse, hein, vraiment je m'excuse d'être parfois trop multidirectionnel et d'un peu vous perdre en chemin. J'essaye de faire de mon mieux, mais bon, on a chacun notre nature et nos faiblesses. Voilà, j'espère progresser avec le temps, Inch'Allah. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.